Cet épisode de Nos Ciné vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% cinéma. Vous pouvez retrouver Alexandre Herbeau au Sentier des Halles tous les lundis. Pour un karaoké de folie. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma entre autres, puisque vous le savez maintenant, si vous nous suivez depuis longtemps, nous avons un tropisme tout particulier pour le monde de la comédie US, celle du stand-up, de la télévision, et nous n'ignorons donc rien du légendaire Andy Kaufman, jadis ressuscité le temps d'un film par le non moins légendaire Jim Carrey. Ça s'appelait Man on the Moon, c'était en 1999, et presque 20 ans après, voilà qu'on découvre, grâce à un documentaire baptisé Jim and Andy, disponible sur Netflix, on découvre donc les coulisses d'un tournage pas comme les autres et l'étendue de la folie qui s'est emparée alors de Carrey. Ce docu, on en cause avec le meilleur duo comique que la Terre ait porté, Alexandre Herbeau. Salut Alex. Bonsoir Thomas. Ah, magnifique. Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas, il va pas falloir le décevoir là. Non, il va falloir placer la barre très très haut. Je salue le public qui nous accompagne ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 109, c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Jim et Andy. Jim, donc, c'est Jim Carrey. Andy, on l'a dit, Andy Kaufman, le premier interprétant, ça aussi, on l'a dit, le second dans le film Man on the Moon de Miloš Forman, entouré de Paul Giamatti, Danny DeVito ou encore Courtney Love, un film que moi, personnellement, j'adore. On verra ce qu'en pense notre dynamique duo dans un instant. Bref, loin d'être un banal making-of, Jim and Andy, c'est plus une plongée dans la performance que livrait à l'époque Carrey, qui refusait obstinément de sortir de son personnage de Kaufman ou de son épouvantable double Tony Clifton à l'occasion, poussant à bout tout le monde et plongeant toute l'équipe du film dans une expérience méta à des niveaux à mon avis rarement atteints. Tout est filmé à l'époque par Lynn Margulies, la vraie dernière petite amie de Kaufman. Les rushs ressurgissent donc aujourd'hui, commentés par Carrey et sa désormais célèbre barbe. So Jim, Yes. how would you start this movie? When I heard I had the part, I was looking at the ocean, and that's the moment when Andy came back to make his movie. Alors c'est très étrange ce doc, notamment avec le ton très moine bouddhiste nature et découverte de Jim Carrey, mais pas que, les images d'époque sont assez folles. Alexandre, qu'en as-tu pensé? C'est assez incroyable. On savait quand même que le tournage avait été on en très avait eu des échos. particulier. Voilà, on savait c'était un niveau de method acting, comme on dit, rarement atteint. Donc il était resté dans le personnage. Mais là, c'est vrai que c'est très précieux quand on sait que visiblement, d'après ce que le film lui-même dit, Jim et Andy, Universal ne voulait pas que les rushs de ce making-of sortent pour ne pas que Jim Carrey passe, ouvrez les guillemets, pour un connard. C'est un matériel qui est extraordinaire. On se demande pourquoi ça n'arrive finalement que maintenant. C'est pas très clair d'ailleurs, j'ai pas trop bien vraiment saisi pourquoi ça aurait pas pu arriver il y a 10 ans. En tout cas, le matériel final est passionnant. Il y a un choix qui a été fait, on peut le dire pour préciser, c'est comme la bande-annonce d'ailleurs du documentaire le montre, il y a deux sources principales à ce film-là, c'est les archives donc du tournage en 98-99 et une interview, un entretien contemporain, donc fait il y a pas très très longtemps avec Jim Carrey. Jim Carrey maintenant qui a 55 ans, qui est hirsute, qui a pas tourné dans des films depuis un petit moment, qui a été en dépression, qui a eu des drames dans sa vie intime, qui est maintenant presque plus peintre qu'autre chose. Il y a une vidéo assez hallucinante qu'on a vu récemment tourner en ligne, une sorte de mini-documentaire où on le voit exprimer sa passion pour la peinture. Donc on l'avait vu d'ailleurs dans la série de Jerry Seinfeld, Comedians in Cars Getting Coffee. Tout à fait. Ils allaient visiter son studio de peintre, et donc on le voyait, on avait déjà un aperçu de sa transition, cette transition vers moine bouddhiste / peintre. Moi le film en lui-même, quand on le découvre, je trouve qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Je parle du documentaire. Oui. Jim et Andy, à chaque fois, il va falloir préciser de quoi on parle parce que c'est effectivement hyper méta, comme tu le disais tout à l'heure. Ça marche sur plein de niveaux. Il y a un critique du New Yorker qui s'appelle Richard Brody qui a critiqué Jim et Andy et qui l'a, à mon avis, assez bien cerné en disant que et le film Jim et Andy et le documentaire Jim et Andy et Man on the Moon rataient finalement un peu tous les deux leur but, on va dire leur objectif de cerner Andy Kaufman, mais qui était complémentaire. Et c'est-à-dire qu'en gros, Man on the Moon de Miloš Forman aurait dû intégrer idéalement, dans un monde parfait, aurait dû intégrer les images du making-of, c'est-à-dire de ce Jim Carrey qu'on ne voit pas en fait. On voit jamais Jim Carrey en tant que tel dans les images d'archives. On voit Andy Kaufman. Et
moi, malgré ces petites remarques là, j'ai quand même beaucoup apprécié de voir ce documentaire, et je l'ai encore plus apprécié après avoir lu un article que vous pouvez lire en ligne qui est sur Newsweek, où en gros le journaliste dont j'ai oublié le nom qui a fait le papier avait déjà écrit sur Andy Kaufman, et à cette occasion-là avait contacté son frère et sa sœur. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il les a recontactés et il les a invités à New York à découvrir Jim et Andy sur une vidéo proche dans la salle du fond d'un bar avant la sortie du film sur Netflix. Et donc, voilà, le documentaire, l'article en question sur Newsweek raconte leur réaction du frère, du frangin et de la sœur. Et ils ont une animosité extrême contre le fameux Bob Zmuda, là, le numéro 2 qui écrivait l'acolyte d'Andy Kaufman. Mais c'est très touchant de le voir, et ils se disent... vraiment le retour qu'on aperçoit dans Jim et Andy de documentaire, donc c'est pas pipoté, c'est que vraiment le frangin et la sœur, à l'époque du tournage de Man on the Moon, Andy Kaufman avait les dents sèches depuis un petit moment déjà, quand ils voyaient Jim Carrey sur le tournage, ils étaient vraiment pas persuadés, mais en tout cas convaincus d'avoir en face d'eux leur frangin. Et comme si ils utilisent l'expression comme si c'était un vessel, je sais plus comment on traduit en français, j'ai l'impression d'être Van Damme là, un vaisseau, mais un corps de transfert, où en gros... un quoi t'as dit? Non, je sais pas ce que j'ai voulu. Un couloir de transfert. Non, je veux dire une sorte de... C'est pas une expression française. Un colon de transfert. Un miroir, une poupée vaudou, j'en sais rien, enfin bref, un truc qui faisait qu'il parlait pas à l'acteur Jim Carrey qu'on avait vu déjà à l'époque dans The Mask, à l'esprit de leur frère décédé. Et c'est hyper touchant de voir ça, parce que eux, ils ont aucun intérêt à pipoter et à entretenir le mythe, voilà, ils touchent pas de je pense qu'ils étaient déjà un peu perchés. Hein. Ils sont déjà un peu perchés à la base. Parce que en famille. Ouais, puis il n'y a pas que ça. C'est dur. Comme tout bon documentaire, en gros, si tu veux, tu t'achètes le concept de départ, ou sinon c'est pas la peine. T'es complètement perdu dans le truc. Et en fait, en gros, quand Jim Carrey te dit Andy est revenu, quand j'ai regardé l'Océan, que j'ai eu le rôle, et qu'Andy est revenu pour faire le film à ma place, en gros, à travers moi, je pense qu'il y croit. Moi, j'y crois pas, mais le documentaire m'aide à y croire. Enfin, c'est ça la logique, en fait. Et il faut dire que c'est quand même un acteur qui se cherchait énormément à l'époque, Jim Carrey. Déjà, il avait commencé avec Truman Show. Oui. Qui posait quand même ces questionnements, et il le dit d'ailleurs dans le documentaire, il le dit ouvertement. Il y a beaucoup d'utilisation d'images de Truman Show, il y a plein de références à ça. Et c'est la continuité, finalement. Et parce que tout simplement, en fait, c'était un acteur qui même s'il a visualisé, on va dire, sa réussite, comme encore une fois, il le précise dans son documentaire, c'est connu qu'il s'était écrit un chèque de 10 millions de dollars, et qu'il allait encaisser le jour en gros il allait les toucher, et c'est arrivé, je crois, avec Batman Forever à l'époque, il me semble. Ou avec The Mask, peut-être. Je sais plus, enfin non, je crois que c'est Batman Forever. Et le truc, c'est qu'en fait, ce que je savais pas, par exemple, sur cette anecdote d'ailleurs, c'est qu'il l'a mis dans le cercueil de son père, qui est quand même assez touchant. Ouais. J'ai très envie d'aller déterrer son père, du coup, pour aller encaisser le chèque. Personnellement. Bravo, t'es un salaud, Herbo, quoi, c'est tout. C'est sordide, c'est dégueulasse. Casse-toi, Herbo. Et il se cherchait. Et d'ailleurs, c'est une expérience qui, je pense, a été vraiment traumatisante pour lui. C'est-à-dire qu'en gros, faire Man on the Moon, il est évident quand tu regardes Man on the Moon, moi, je conseille à tous les gens de voir Man on the Moon avant de regarder ce documentaire, en absolu, parce que je pense qu'ils vont passer à côté de beaucoup de choses. Surtout que ça va ruiner l'expérience. Enfin, je pense vraiment que si tu regardes Man on the Moon après avoir vu Jim and Andy, surtout si tu regardes et potentiellement le faire passer pour un connard, parce que le truc c'est qu'en fait il y a un attachement que tu as. Moi j'ai un énorme attachement au film, à Man on the Moon, aussi pour la performance de Jim Carrey, pour le scénario de Karaszewski et Scott Alexander. Et le truc c'est que Larry Karaszewski et Scott Alexander, qui sont des spécialistes du biopic un peu off, ils ont fait Ed Wood, ils ont fait Larry Flint. Ils vont pas faire Patton, quoi. Ils vont chercher des personnages un peu fêlés, un peu brisés, quoi, pour faire des films sur eux. C'est un peu leur spécialité, entre guillemets. Et moi je trouve que c'est un film admirablement bien écrit, toujours très bien documenté. C'est eux qui ont fait People versus O.J. Simpson aussi, qui était très très fort, quoi. Et voilà, c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et aussi par la performance de Jim Carrey, qui arrive à rendre le personnage extraordinairement touchant. Nous on est trop jeunes pour avoir, mais puis on est français, donc c'est quand même un peu difficile d'avoir vécu le phénomène. Le malaise qu'on avait à l'époque, c'était Bézu. On attend toujours le biopic d'ailleurs. Il paraît que t'es sur le scénario, Herbo. Mais ça serait bien, Blaise. Tu sais, un film sur la classe, tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais le truc c'est que je pense que c'était
je pense qu'il était difficile, c'était un stand-up comédien en fait, un comique difficile à apprécier même à l'époque parce qu'il fallait arriver à le cerner. Et toute son idée à lui, c'est que ça ne soit pas possible. C'est que ça ne soit pas possible. Donc, ce que je trouve très intéressant, est ce que le documentaire arrive à démontrer avec justement la logique de Jim Carrey, je pense que c'est pour ça qu'ils se maintiennent vraiment sur Jim Carrey et les images d'archives, c'est que finalement, en fait, c'est lui qui leur a fourni cette expérience-là. C'est-à-dire qu'il leur a fait connaître Andy Kaufman, lui en tant que comédienne aussi, quoi. Il leur a fait connaître qui était, ce que ça voulait dire de bosser avec Andy Kaufman quelque part d'une certaine manière pour faire ce film-là et mieux le cerner en fait et le rendre peut-être plus attachant dans toutes ses contradictions et toutes ses fêlures. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que Andy Kaufman, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est quand même le roi du happening. C'est un comédien le roi du bide qui aime bien l'anti-humour, quoi. Voilà, c'est ça, qui s'amusait aussi à vraiment confronter son public, à confronter son époque, à la questionner en fait, mais à travers le gag de base, hein, c'est-à-dire en gros, par exemple, quand il fait du catch avec des femmes, il joue ouvertement le macho, le dégueulasse, le misogyne, tout ça, etc. Pour confronter les mouvements féministes de l'époque, quoi, voilà, et les pousser dans leur dernier retranchement. Mais c'est une démarche intéressante. Moi, c'est une démarche qui m'a toujours intéressé. Et donc voilà. Mais le truc, c'est que créer ça au sein, ce chaos en fait absolument pas contrôlé, hein, peut-être que par Jim Carrey dans l'absolu, au sein d'une production, hacker sa propre production, c'est brillant, quoi, quelque part quand tu y réfléchis. Et je pense que moi j'ai cette tendance à penser que un film où tout se passe bien, ça donne rarement un très bon film, en fait. Voilà, on n'est pas obligé de s'entretuer, mais ce que je veux dire, c'est que mettre des conditions un petit peu extrêmes et de la tension, ça a toujours tendance à ressortir, en fait, dans les champs contre champs, quoi. Et d'ailleurs, la conclusion du docu est extraordinaire quand on voit la fin du tournage, la réaction des gens qui auraient pu être ulcérés par son attitude excédée, qui au contraire sont dans une espèce d'émotion totale de quitter cette aventure-là, et du fait que justement Kaufman va disparaître une nouvelle fois, puisque Carrey va quitter le rôle. Et c'est quelque part, je pense qu'il l'a payé un petit peu au prix de sa santé mentale. Ouais. Mais moi je trouve, en fait, je veux dire, je pense que je bosserais sur un truc comme ça, j'aurais envie de le flinguer, hein, c'est sûr, mais en fait, a posteriori, t'es obligé, et quelque part, c'est pas mal que ça ressorte 20 ans après, finalement, et pas justement 3 ans après, ou au même moment, quoi. C'est-à-dire que ça permet d'avoir du recul et de pas être échaudé par les émotions, et vraiment finalement de maintenir ce qui reste, quoi, c'est-à-dire ce qui est important. L'œuvre artistique en soi, quoi. Et du coup, je trouve ça vraiment fascinant. Et le truc, c'est que moi, là où je pense, où Jim Carrey, c'est là où je le crois pas trop, en fait, on va dire, sur son espèce de trip mystique, même si je pense qu'il y a une part d'auto-persuasion là-dedans, hein, voilà, c'est qu'il y a ce passage assez touchant, encore une fois, et qui démontre en fait la qualité aussi d'éventuellement de metteur en scène de Foreman, qui est pas, pour moi, qui est pas un grand formaliste ou quoi, mais qui est vraiment quelqu'un qui sait capter peut-être un peu trop dans la démagogie par moment, mais qui sait capter par contre les énergies. C'est qu'à un moment donné, lui-même se demandait, il se dit mais c'est pas possible, t'es complètement dingue en gros. Oui. Et il lui dit on peut pas continuer comme ça, tu pourris la situation, etc., etc. Et en gros, Jim Carrey redevient Jim Carrey à ce moment-là au téléphone pour une seconde, et il lui dit, si tu veux, je peux demander à Andy de se mettre un petit peu en retrait, et je peux faire des bonnes imitations. Et là, en fait, Foreman lui répond non, c'est bon, je voulais juste parler à Jim Carrey pendant 1 minute. Oui. Et c'est assez touchant, mine de rien, parce que tu te rends compte que le type a compris à ce moment-là, finalement, le coup qu'était en train de préparer Jim Carrey, mais qu'il ne pouvait pas vraiment dire aux gens, parce que sinon, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Les gens sont en train d'halluciner, mais il se prend pour qui ? Il y a tout le monde. Il y a notamment Stockholm, je pense, à la fin. Il y a notamment le Jeffrey Lawler, c'est Jeffrey Lawler, je crois. Jerry Lawler, le catcheur qui est perdu totalement dans cette production, qui sait plus comment réagir avec lui, qui finit par le frapper. Pour de vrai, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette scène où il recrée la scène chez Letterman, voilà. où c'était un jeu entre le vrai Andy Kaufman et Jerry Lawler, c'était complètement improvisé, et la baffe était pas très, très forte. Là, en gros, Jim Carrey lui a fait comprendre que il fallait que il fallait qu'il le frappe. Il fallait qu'il le frappe vraiment. Et tu vois le plan t'entends la baffe. Voilà, et t'entends la baffe, et c'est waouh. Ça fait mal. Et tu te dis, là, il a pris son oignon, quoi.
Et le truc, c'est que il y a un niveau, je trouve, c'est pas. Enfin, tu vois, c'est pas Jared Leto qui joue le Joker, quoi. Tu vois, c'est pas de la flûte, quoi. Tu vois, il y a un vrai niveau de l'idée d'être dédié à son rôle. Jared and Joke un jour. Le docu sur. Non, mais je prends un exemple récent d'un mec qui se prend pour Laurence Olivier et qui est juste pitoyable, qui en plus qui fait ça pour un film de merde, si tu veux. Donc voilà, il y a même pas de mais qui espérait être dans les comment dire. Suivre Heath Ledger dans ce rôle-là, quoi. Mais donc voilà, c'est assez. Enfin, moi, c'est là où je trouve que le film est vraiment, comment dire. Enfin, ce documentaire-là est vraiment un complément, mais qu'il faut avoir vu après avoir digéré Man on the Moon. Quoi. Ouais, quand même. Ouais. On va passer aux recommandations, messieurs, si vous le voulez bien. Vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. On a déjà amplement recommandé Man on the Moon. Donc allez-y, commencez par ça déjà avant de voir Jim and Andy. Et Alexandre, tu voulais recommander quoi ? Dans le genre coulisses de tournage assez zinzin et où il est mieux d'avoir vu le film au départ et encore. Quoique pas forcément. Il y a un exemple qui est souvent cité dans ce genre-là, qui est Full Tilt Boogie, qui est le film making-of du tournage de Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Bien meilleur film que Une nuit en enfer. Qui est clairement. Alors moi, non, j'ai vraiment une tendresse pour Une nuit en enfer. Mais bon, c'est un film qui peut être apprécié même par des gens qui ont détesté, pour le coup, Une nuit en enfer. Et c'est un film complètement taré où on voit les coulisses de cette production. C'est le troisième film de Rodriguez. C'est déjà un branleur fini. Il passe son temps à jouer de la guitare. Il y a une grève sur le plateau. C'est le premier film, le vrai long que Georges Clooney tourne quand il est déjà connu grâce à Urgence. C'est écrit par Tarantino. Enfin bref. Il a un tatouage dans le cou. Rien ne va dans ce film. Non mais c'est vraiment un film. Il y a Tito Tarantula qui joue, c'est pas mal. Tout à fait. Voilà, After Dark. J'adore ce film, putain. Et non, je suis désolé, c'est ma jeunesse. C'est bien quand il fait pousser, c'est ça en fait. C'est ça j'aime même les suites directes tout DVD, j'avoue. Oh la vache. Et bon, bref, mais Full Tilt Boogie, non, franchement, c'est un super film. Voilà, il était sorti 2 ans après, 98. Je sais même pas comment ils ont l'autorisation de le faire, mais parce que je pense que Robert Rodriguez, fidèle à son attitude, il s'en branlait. Il a signé, touché 2-3 canettes de coca et puis voilà. Stéphane. Moi, je vais recommander l'émission qui a fait connaître Jim Carrey aux États-Unis, qui est In Living Color, qui est à la base l'émission des frères Wayans. Ça date tout début des années 90. Et Jim Carrey, je crois, d'ailleurs, comme la plupart du cast, en fait, il est resté 3 ou 4 saisons. Et dans la 4e saison, il y a eu 5 saisons, et dans la 4e saison, il était déjà plus trop. Voilà. Plus là, ouais. C'était une réponse un peu, black de Saturday Night Live. Et Jim Carrey jouait le blanc. Donc voilà. Et le truc, c'est que si vous aimez le Jim Carrey d'avant Man on the Moon, on va dire, c'est-à-dire le Jim Carrey de Dumb and Dumber, de Ace Ventura, de ce genre de choses, même de Menteur, voilà, ou de Disjoncté surtout, il est là à fond, quoi. Il a quelques personnages assez croquignolesques. Il y a le Fire Marshal Bill, qui est pas le pompier, mais ils ont ça aux États-Unis, en fait, les profs en fait de sécurité pour le feu, en l'occurrence, qui est complètement cramé de la tête et qui voilà. Il y a aussi une scène où il imite Charles Bronson et qui est magnifique. Enfin, la plus belle imitation que j'ai vue de Charles Bronson. C'est un très très grand imitateur, Jim Carrey. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ce qui aurait été drôle, c'est de savoir s'il a vraiment fait Charles Bronson sur le plateau pendant 3 jours, tu vois. Ça aurait été marrant. Il y a un sketch où il fait un truc de gym, non ? Il n'y a pas un truc à un moment. Ouais, avec il fait, je sais plus comment il s'appelle ce personnage-là, mais c'est une espèce de nana sous stéroïdes en fait, donc que lui joue quoi, et qui. On voit quelques extraits d'In Living Color dans le documentaire Jim. C'est vrai, ouais. Notamment quand il fait son grand-père en fait. Il explique qu'il fait son grand-père avec Fire Marshal Bill, voilà. C'est ça, ouais. Mais c'est voilà, donc c'est du grand Jim Carrey de cette époque-là. Bon, je pense que ça se trouve sur YouTube, il y a plein de gens qui ont foutu ça parce qu'aux États-Unis c'est quand même assez connu. Sinon, il y a des DVD US. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert ça à l'époque, il y a 15 ans. Et voilà. C'est assez marrant. C'est très bien. Merci à tous les deux, notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris, au public pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour trouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Puis en attendant, on vous dit à très vite. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live.
l'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio à partager à volonté.